Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 2 qui s'appelle calorimétrie. Donc la calorimétrie, on vous dit que ça consiste en la mesure d'échange thermique et on utilise un calorimètre. Donc je vous rappelle qu'un calorimètre c'est un récipient aux parois calorifugées et dans lequel on vient, à l'aide d'un petit trou ici, pouvoir ajouter des substances, ça peut être de l'eau, ça peut être autre chose. On peut aussi mettre une résistance thermique, on verra dans la deuxième partie qu'il y a une résistance thermique. On peut mettre un agitateur et on peut mettre un thermomètre. Donc tout ça, c'est pour suivre l'évolution des échanges thermiques dans le calorimètre. Donc dans la première partie, on parle de la mesure de la capacité thermique d'un calorimètre. Donc ça, c'est très important quand on fait de la calorimétrie. Il faut toujours penser à faire ce qu'on appelle calibrer notre calorimètre, c'est-à-dire mesurer sa capacité thermique. Donc pourquoi il a une capacité thermique? On va y venir dans la question petit 1. Ça va être assez facile à comprendre. Donc on vous dit qu'on met dans le calorimètre 100 g d'eau à la température T0 égale 20 degrés, donc ça pourrait être l'eau froide, et on ajoute la même masse d'eau, c'est-à-dire 100 g d'eau à la température 80 degrés, donc de l'eau chaude. On remue pour homogénéiser le système, et on vous dit qu'on trouve une température finale de 43,6, donc qui est légèrement inférieure à la moyenne des températures 50 degrés. Et on vous demande pourquoi la température finale est inférieure à la moyenne des températures. Et bien ici, simplement, il faut prendre en compte la capacité thermique du calorimètre, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie thermique apportée par l'eau chaude, l'énergie thermique apportée par l'eau chaude sert aussi à réchauffer les parois du calorimètre. Sert aussi à réchauffer les parois du calorimètre. C'est-à-dire que si le calorimètre était parfait, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas besoin de réchauffer les parois du calorimètre, évidemment la température finale serait la moyenne des deux températures, pondérées par les masses d'eau qui ici sont les mêmes, donc là ce serait vraiment la moyenne des deux. Mais ici, le calorimètre au départ, il est à la température 20 degrés Celsius, il est à la température ambiante, donc évidemment il faut le réchauffer, donc ça coûte de l'énergie, et c'est pour ça que la température finale n'est pas égale à la moyenne des deux. Donc on vous demande ensuite d'appliquer le premier principe à un système défini et de calculer la capacité du calorimètre. Donc le système comprend, lorsqu'on fait de la calorimétrie, c'est le calorimètre plus le contenant. Ici, le contenant, c'est l'eau chaude et l'eau froide. Donc en calorimétrie, les transformations sont monobares. Donc les transformations sont monobares. Et donc comme toute transformation monobar avec équilibre thermique dans l'état initial et dans l'état final, comme on vous l'avait vu dans le paragraphe, la section 2 du cours sur le premier principe, on a que delta H est égal à W autre plus Q, où W autre contient tous les travaux des forces non conservatives autres que les forces de pression extérieure. Donc ici, Q égale 0, car les parois sont calorifugées, et W autre égale 0, car je n'ai pas d'autres forces non conservatives que les forces de pression. Et donc j'en déduis que delta H égale 0. Or, le système est un système contenu du calorimètre plus de l'eau chaude plus de l'eau froide. Or, l'enthalpie est additive. Donc, on a finalement delta H égale 0, qui serait écrit de manière équivalente que delta H de l'eau chaude plus delta H de l'eau froide plus delta H du calorimètre, qui est égal à 0. Avec delta H de l'eau chaude, c'est une phase condensée. Delta H de l'eau froide, c'est une phase condensée. Delta H du calorimètre, c'est une phase condensée. Donc delta H de l'eau chaude, c'est la masse d'eau chaude qui s'appelle M, fois la capacité massique thermique de l'eau liquide, fois delta T de l'eau chaude, c'est-à-dire M fois C de l'eau, fois T final, qui s'appelle TF dans l'énoncé, moins T1. C'est-à-dire que l'eau chaude était au départ à la température T1. De même, delta H de l'eau froide, c'est M C de l'eau fois T final moins T0, puisque
l'eau froide était initialement à la température T0. Et delta H du calorimètre, eh bien c'est la capacité thermique du calorimètre que l'on cherche, qu'on nomme grand C, fois T final moins T0, puisqu'au départ, le calorimètre est froid, il n'est pas chaud. On aurait commencé par mettre l'eau chaude, il aurait fallu mettre T1 moins T0, d'accord? TF moins T1, pardon. Donc bilan de tout ça, hein. On a que M, c'est de l'eau, facteur de TF moins T1, plus M, c'est de l'eau, facteur de TF moins T0, plus C calo, TF moins T0 égale 0. On peut en déduire que C, la capacité thermique du calorimètre, est égale à M, C de l'eau. Si on factorise, on a TF plus TF, ça fait 2TF, moins T1 moins T0, divisé par TF moins T0. Donc voilà ce qu'on obtient. On peut faire l'application numérique. Donc on a une masse de 100 g d'eau, fois 4180, fois 2 fois 43,6, moins 50, moins 80, pardon, moins 20, divisé par TF moins T0, j'ai oublié un moins, hop, pardon, divisé par... Et on trouve 226, donc on a 3 chiffres significatifs ici, donc 227 joules Kelvin moins 1. Donc ici, c'est une capacité calorimètre. Cette capacité du calorimètre, c'est extensif, hein, c'est pas une capacité massique ni molaire. Donc son unité, c'est bien joule Kelvin moins 1. Donc voilà pour la capacité du calorimètre, 227 joules Kelvin moins 1. Donc attention au signe que j'ai corrigé, j'avais oublié quand j'ai passé de l'autre côté les autres membres de l'égalité. Donc on vous demande ensuite la valeur en eau du calorimètre, c'est-à-dire que la plupart du temps, plutôt que de parler d'une capacité du calorimètre, C calo ici qu'on vient de calculer, on parle plutôt de la valeur en eau, c'est-à-dire la masse fictive d'eau à laquelle correspond cette capacité. Donc on écrit C calo égale la valeur en eau qui s'appelle mu fois C de l'eau, c'est-à-dire qu'en fait on associe une capacité massique qui est la capacité de l'eau, et on cherche quelle est la valeur en eau égale à cette capacité du calorimètre. Donc on en déduit de manière très simple que mu est égal à C calo sur la capacité massique de l'eau, et on en déduit que ça nous fait 227 divisé par 4,18, ce qui nous fait 54,2 grammes d'eau. Donc ça veut dire quoi concrètement la valeur en eau? Ça veut dire que le fait de devoir prendre en compte les parois du calorimètre qu'on doit chauffer, c'est la même chose que si j'avais mis dans mon expérience au départ 154,2 grammes d'eau froide et 100 grammes d'eau chaude. D'accord? C'est un peu l'idée de la capacité du calorimètre. La dernière question est une question de raisonnement. On vous demande pourquoi il ne faut pas attendre trop longtemps pour mesurer la température finale. Eh bien évidemment, il existe toujours des pertes. Donc, il existe toujours des pertes thermiques. Les parois ne sont jamais parfaites. C'est ce qui se passe quand vous avez votre thermos chez vous. Si vous utilisez un thermos, le soir, vous avez beau avoir peu d'échanges thermiques, le soir, l'eau et votre thé ou votre café est devenu froid. Donc évidemment, il y a quand même quelques pertes thermiques. Donc si j'attends suffisamment longtemps, ça peut être très long s'il est vraiment bon, votre calorimètre. Mais si on attend suffisamment longtemps, on aura forcément la température finale qui sera égale à la température extérieure. Du fait des échanges thermiques qu'on ne peut pas forcément négliger dans un calorimètre. Donc voilà pour cette première partie. Et donc dans la deuxième partie, maintenant que notre calorimètre est calibré, on va mesurer la capacité thermique du fer. Et on va essayer de retrouver la loi de Dulong-Petit qu'on avait déjà exposée en cours ensemble. Donc, quelle est l'expérience qu'on fait? On reprend le même calorimètre. Cette fois-ci, on met 100 g d'eau dans ce calorimètre. Et on ajoute 140 g de fer. D'accord, une masse de fer. De plus, une résistance électrique de très faible masse est immergée dans le liquide. L'ensemble est initialement à la température T0 et on chauffe pendant 30 secondes à l'aide d'un générateur de puissance 350 watts. Donc, on a notre calorimètre. On a dedans
100 g d'eau à T0 au départ. On a dedans un petit galet de fer avec de masse de fer 140 g qui est à T0 au départ également. Et on a une petite résistance électrique reliée à un générateur extérieur. La résistance, on ne vous donne pas sa valeur, mais vous savez que le générateur est de puissance 350 watts. Et l'idée, c'est de chauffer tout ça. On allume le générateur pendant 30 secondes. Donc on allume le générateur 30 secondes. Et on se retrouve dans l'état final avec nos systèmes qui sont à la température finale, qu'ils appellent T'F ici, qui vaut 34,8 degrés Celsius. Donc voilà pour ce qu'on fait. Donc ici, on vous dit de réappliquer le premier principe. Donc on prend comme système le calorimètre plus le contenant. Donc calorimètre plus l'eau plus fer plus la résistance. Ici. Voilà. Donc on n'a pas besoin de prendre ici la résistance puisqu'elle est de masse négligeable. Et elle va apporter simplement un travail autre. Donc le premier principe à la calorimétrie nous dit que delta H égale W autre plus Q. Donc ici Q est égal à 0. Pas de travaux avec les parois extérieures. Et W autre, eh bien c'est le travail électrique de la résistance. Et ça, on a vu dans le chapitre 19 comment le calculer. Le travail électrique dû à la résistance chauffante, c'est rien d'autre que la puissance fois la durée sur laquelle a été allumé le générateur. Donc ici, P fois taux, ou RI carré taux, si on connaissait la résistance. Ici, on a simplement la puissance, donc on n'a pas besoin de passer par la résistance. Donc on a le travail autre, et de même que dans la partie 1, on a delta H qui est égal à delta H de l'eau, plus delta H du fer, plus delta H du calorimètre. Donc on a tout ça qui doit être égal à la puissance fois le temps, avec delta H de l'eau qui est égal à la masse d'eau introduite fois la capacité massique de l'eau fois T'F moins T0. Delta H du calorimètre qui est égal à C calo fois T'F moins T0, qu'on peut aussi réécrire en faisant intervenir la valeur en eau, mu C de l'eau T'F moins T0. Comme ça, on peut factoriser avec l'eau effectivement présente dans le calorimètre. Et enfin, on a delta H du fer qui est égal à la masse du fer fois la capacité thermique massique du fer fois T'F moins T0. Donc voilà pour les différents termes. Et donc le premier principe, on va pouvoir factoriser un petit peu tout ça. Donc le premier principe s'écrit, on a M fois C de l'eau, pardon, on va factoriser, on a C de l'eau, facteur de M plus mu, plus fois, Tf moins T0, plus la masse de fer fois la capacité thermique massique du fer fois T'F moins T0, qui est égal au travail autre, c'est-à-dire P fois taux. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la capacité thermique massique du fer, donc Cf, est égal à, on va diviser par T'F moins T0, donc on va se retrouver avec moins C de l'eau, facteur de M plus mu sur Mf, plus P fois taux, divisé par Mf fois T'F moins T0. Donc voilà un petit peu ce qu'on trouve. Donc il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Hop, donc application numérique. La capacité thermique massique de l'eau, on la connaît. La valeur en eau, c'était 54,2 grammes. Donc ça nous fait 154,2 fois
fois les 4180 divisé par MF qui était de 0,14 kg. Et l'autre terme, c'est P fois taux divisé par 0,14 divisé par T'F moins T0, c'est 14,8. Voilà. Alors, j'ai un petit souci, je trouve quelque chose de négatif. Je vais refaire l'application numérique. C'est bien MC delta T plus MC delta T. Ok. Donc, je refais l'application numérique. Donc, le premier terme, c'est 250. Ah, j'ai pris 250 watts au lieu de 350. Je pense que c'est ça la petite erreur que j'ai fait. Ok. Cette fois-ci, ça va aller mieux. Et donc, je trouve comme capacité thermique massique du fer 464 joules Kelvin moins 1 kg moins 1. Attention ici, c'est une capacité massique. Donc, dans l'unité, ne vous trompez pas, il y a bien kg moins 1 qui apparaît. Donc, voilà pour la capacité thermique massique du fer. La valeur numérique, c'était la question B. Et enfin, on vous demande la question C, en déduire la capacité thermique molaire du fer. Donc, on a la capacité thermique molaire, C molaire, qui est égale à la capacité thermique du fer sur la masse de fer, sur la quantité de matière de fer, c'est la molaire. Or, la capacité extensive, c'est aussi la masse de fer fois la capacité thermique massique du fer, divisé par la quantité de matière de fer. Et donc ça, on peut faire apparaître la masse molaire. C'est donc M, la masse molaire, fois la capacité thermique massique du fer. Et donc, il n'y a plus que l'application numérique à faire. Il vous manque la masse molaire du fer. Donc, on va la chercher. C'est un oubli de ma part dans l'énoncé. Donc, c'est 55,8 grammes par mol. Et donc, on trouve la capacité molaire du fer. On avait trouvé 464 pour la capacité massique. On multiplie bien par 55,8. On met bien dans les unités qui conviennent. Et on trouve 25,9 joules Kelvin moins 1, mol moins 1 cette fois-ci. Et on vous demande de comparer à du long petit. Du long petit vous dit que les capacités thermiques massiques des solides sont égales à 3R. Et avec R qui vaut 8,314, vous faites x3 et vous trouvez sur 24,9 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc l'accord est plutôt bon. Donc le modèle est validé, sachant que les expériences de calorimétrie sont quand même des expériences avec des incertitudes assez fortes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était assez clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.